Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire en français de l'Agence internationale de l'énergie. Je m'appelle Arnaud Rouget, mes collègues et moi-même sommes très heureux de vous présenter les principales conclusions de notre récent rapport sur les perspectives énergétiques de l'Afrique 2019. Alors nous disposons d'une heure et nous allons commencer par vous présenter quelques diapositives issues du rapport. Nous vous invitons à poser toutes vos questions à travers la plateforme webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, avant de démarrer, je souhaiterais rappeler que l'AIE est une agence internationale basée en France, à Paris, mais qu'elle s'intéresse à toutes les régions du monde. J'ai donc avec moi des collègues tous francophones, Timothée, Arthur, Yasmine et Stéphanie, qui connaissent et qui ont analysé en profondeur le contexte du continent africain. L'AIE travaille sur l'Afrique et avec l'Afrique depuis de nombreuses années, et ce rapport reflète un approfondissement et une accélération de notre engagement sur le continent. En plus de conduire des formations, d'organiser des ateliers dans divers domaines liés à l'énergie, l'AIE développe de nombreux partenariats avec les décideurs africains du secteur de l'énergie. L'Afrique du Sud et le Maroc font à présent partie de la famille de l'AIE en tant que pays associés, et nous avons un protocole d'entente stratégique avec l'Union africaine. Nous souhaitons renforcer davantage nos relations avec les acteurs de l'énergie du continent. Aussi, n'hésitez pas à nous recontacter pour échanger à ce sujet. Sans plus tarder, que montrent nos analyses ? Trois facteurs clés vont façonner les perspectives énergétiques de l'Afrique. Un essor démographique impressionnant, une urbanisation massive et sans précédent, et une industrialisation soutenue. Ces dynamiques vont conduire à l'émergence de l'Afrique en tant que grand consommateur et grand producteur d'énergie. Le continent s'impose donc comme un acteur incontournable sur les marchés mondiaux de l'énergie. L'Afrique est dotée d'un potentiel prometteur pour son avenir énergétique. De nombreux pays pourront accélérer leur développement économique grâce à des sources modernes d'énergie, comme les renouvelables et le gaz naturel. Mais il y a encore un fossé profond entre, d'une part, le potentiel de développement et d'autre part, la réalité du système énergétique africain actuel. Trois constats. Le très faible accès à l'électricité et aux solutions de cuisson propres, ainsi que le manque de fiabilité des systèmes électriques, restent des freins puissants au développement économique. Ils ont des conséquences dramatiques sur la santé des populations africaines. Deuxièmement, les investissements dans les infrastructures électriques sont parmi les plus faibles du monde. C'est d'autant plus problématique que le besoin d'améliorer et d'étendre les systèmes électriques est considérable, à la fois pour renforcer les parcs de production et les réseaux de transmission et de distribution. Enfin, le mix énergétique est fortement dominé par l'utilisation traditionnelle de la biomasse, du fait du manque d'accès à des sources d'énergie modernes et abordables ou à des foyers de cuisson performants. Aujourd'hui, ce sont 80% des ménages en Afrique qui ont recours à des foyers de cuisson polluants et inefficaces, et ce pour répondre à leurs besoins quotidiens en énergie pour la cuisson des repas. Mais l'Afrique est en pleine évolution. En plus de la baisse rapide des coûts des technologies renouvelables, on observe de plus en plus d'opportunités pour développer des ressources abondantes, et on voit de nombreux pays qui bénéficient des fruits de stratégies énergétiques réussies. C'est pour ces raisons que 5 ans après notre premier rapport spécial sur l'Afrique, l'AIE a mis à jour ses analyses sur les enjeux énergétiques du continent, avec deux approfondissements majeurs. Les analyses présentées reposent sur des données et des projections exceptionnellement riches. Elles couvrent en détail 11 pays d'Afrique subsaharienne, qui représentent les 3/4 du PIB, les 3/4 de la demande énergétique et les 2/3 de la population. Deuxièmement, nous avons développé le scénario Africa Case. Il illustre des trajectoires pour les pays africains qui sont en ligne avec leurs propres aspirations de développement économique et industriel. Un développement accéléré, inclusif et durable, tel que les États africains l'ont envisagé dans le cadre stratégique de l'agenda 2023. Je passe la parole à mon collègue Timothée Goodson pour vous détailler nos conclusions. Merci Arnaud. Donc, comme mentionné par Arnaud, l'évolution démographique de l'Afrique est un des facteurs clés qui vont façonner l'avenir énergétique du continent. La population de l'Afrique est l'une des plus dynamiques et des plus jeunes du monde. Plus de 40% de la population africaine a moins de 15 ans aujourd'hui. Et l'âge médian est de 20 ans, contre un médian mondial de 30. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont les régions les plus peuplées du monde, mais cela change dans les années à venir. En 2023, la population d'Afrique dépasse celle de l'Inde et de la Chine. L'écart continue de se creuser dans nos projections et la population du continent devrait atteindre 2 milliards d'ici 2038. Entre aujourd'hui et 2040, une personne sur deux ajoutée à la population mondiale est africaine. En 2040, 3 pays d'Afrique se classent parmi les 10 plus grandes nations du monde.
Le Nigeria est le pays le plus peuplé de l'Afrique avec 330 millions de personnes et le quatrième pays le plus peuplé du monde, derrière les États-Unis. L'Éthiopie et la République démocratique du Congo figurent tous les deux sur la liste des 10 pays les plus peuplés du monde. Tant que l'Égypte et la Tanzanie, eux aussi, comptent plus de 100 millions d'habitants en 2040. La population africaine voit aussi une urbanisation rapide. Le nombre de gens habitant dans les villes africaines augmente de presque 600 millions de personnes d'ici 2040, ce qui est la plus grande urbanisation de l'histoire, bien supérieure à la croissance observée dans la population urbaine de la Chine au cours des 2 décennies d'expansion économique et énergétique. L'augmentation importante de la population, et en particulier de la population urbaine, sera l'un des principaux moteurs de la croissance de la demande énergétique de l'Afrique. Les sources d'énergie utilisées pour répondre à la croissance de la demande énergétique en Afrique ne seront plus les mêmes que par le passé. Aujourd'hui, près de la moitié de la demande énergétique en Afrique est satisfaite par la bioénergie. Cette proportion est encore plus élevée si on considère que l'Afrique subsaharienne. Dans l'avenir, l'Afrique s'éloigne de plus en plus de l'utilisation traditionnelle de la biomasse, la croissance économique étant alimentée par des sources d'énergie modernes et plus efficaces, notamment l'électricité, le gaz naturel et les produits pétroliers. Par conséquent, dans le Stated Policy Scenario, un scénario qui prend en compte les politiques énoncées, une économie de 250% de la taille de l'économie d'aujourd'hui nécessite seulement une augmentation de 60% de la demande en énergie primaire. Le secteur du transport mène la croissance de la demande de pétrole. Aujourd'hui, le nombre de voitures par personne en Afrique subsaharienne atteint moins de 15 pour 1000, une dixième de la moyenne mondiale. Ces nombres passent à 22 pour 1000 habitants en 2040, mais restent bien en deçà de la moyenne mondiale. Cette flotte de voitures en croissance consomme environ 45% de plus de carburant par kilomètre que la flotte européenne ou japonaise. Combiné avec l'utilisation croissante de gaz de pétrole liquéfié pour une cuisson plus propre, cette croissance des voitures conduit à une augmentation de la demande de pétrole en Afrique de 3,1 millions de barils par jour d'ici à 2040. L'Afrique voit aussi la demande de gaz sur le continent doubler, avec une croissance particulièrement forte dans les pays avec des ressources locales où le gaz soutient le développement du secteur industriel ainsi que le secteur électrique. Les énergies renouvelables connaissent également une croissance importante, principalement dans le secteur de l'électricité, où le solaire photovoltaïque et la croissance continue de la capacité hydroélectrique soutiennent l'expansion du secteur pour répondre à la demande croissante d'électricité. Cependant, les efforts politiques actuels et prévus, intégrés à notre Stated Policy Scenario, ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de développement durable liés à l'énergie ou pour réaliser les objectifs de développement de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons conçu un autre scénario, le Africa Case, un scénario qui concrétise la vision inclusive et durable du continent pour un développement économique et industriel accéléré, assorti de la réalisation de l'accès universel à l'électricité et à une cuisson propre. La croissance économique dans le Africa Case est nettement plus forte au cours des 2 prochaines décennies que dans le scénario fondé sur les politiques énoncées aujourd'hui. Mais la consommation d'énergie est en réalité inférieure. Ceci est lié à l'abandon accéléré de l'utilisation de la biomasse solide et à la large application des politiques d'efficacité énergétique. L'évolution du mix énergétique de la biomasse vers des sources d'énergie modernes telles que les énergies renouvelables et le gaz naturel se traduit par des gains d'efficacité majeurs. Par exemple, cuisiner avec du GPL consomme environ 5 fois moins d'énergie pour un repas que de cuisiner le même repas avec l'utilisation traditionnelle de la biomasse dans des foyers de cuisson inefficaces. Au-delà de la cuisine propre, l'Africa Case comprend des améliorations importantes de l'efficacité dans tous les secteurs de l'économie. Par exemple, le marché de l'automobile en Afrique est aujourd'hui dominé par les voitures d'occasion importées d'Europe et d'Asie. La consommation moyenne de carburant des voitures sur les routes en Afrique se situe aux alentours de 8 litres
au 100 km. Les niveaux d'efficacité observés en Europe et au Japon il y a environ une décennie. Dans la Africa Case, les normes d'efficacité appliquées aux véhicules neufs et des limites d'âge pour des véhicules d'occasion importés réduisent la consommation moyenne de carburant bien en dessous de 6 litres pour le 100 km. Grâce aux améliorations de l'efficacité dans tous les secteurs, la demande d'énergie en Afrique n'est que de 50% supérieure à celle d'aujourd'hui dans la Africa Case, alors que la taille de l'économie est multipliée par 4. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Arthur qui va vous parler de l'accès à l'énergie. Merci beaucoup, Tim. Moi, je vais donc vous présenter une problématique essentielle pour l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, qui est l'accès universel à l'énergie, qui malheureusement demeure, selon nos analyses, toujours hors de portée aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, l'AIE a commencé à étudier la question de l'accès à l'énergie en 2002, il y a presque maintenant 20 ans, et nous avons établi une base de données étudiant pays par pays et récoltant des données pays par pays dans l'accès à l'électricité d'une part et dans l'accès à des solutions de cuisson propres d'autre part. Nos dernières analyses sur notamment l'accès à l'électricité montrent que la situation est toujours aujourd'hui très problématique, étant donné qu'on voit qu'il y a environ 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Cependant, on voit que le progrès s'est accéléré au cours des années passées, notamment depuis 2013, avec un doublement de la croissance de la population avec accès à l'électricité sur le continent. Et nous voyons cependant qu'il resterait encore, selon nos analyses du scénario des politiques annoncées, environ 530 millions de personnes sans accès en 2030, ce qui montre aujourd'hui l'importance de l'Afrique dans le challenge de l'accès universel à l'électricité, étant donné que cette population représenterait 90% de la population mondiale sans accès à l'électricité dans le monde. Cependant, on peut voir qu'il y a de nombreuses choses très positives, notamment en termes de politique, dans de nombreux pays, notamment le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, le Sénégal et le Rwanda, qui, dans notre scénario politique annoncé, atteignent un accès universel à l'électricité d'ici 2030. Je vais appuyer ici un peu plus sur le Kenya, qui est aujourd'hui le pays qui fait les progrès les plus impressionnants en termes d'accès, étant donné qu'il est passé en 5 ans, donc depuis 2013, d'un accès à l'électricité, d'un taux d'accès à l'électricité de 25% à 75% en 2018. Cependant, on voit que les politiques mises en place de manière générale en Afrique subsaharienne ne permettent pas d'atteindre l'accès universel d'ici 2030, avec de nombreux pays qui ne parviennent pas à atteindre cet objectif. Nous avons aussi réalisé des analyses dans la continuité de nos analyses effectuées depuis 2002 sur l'accès à des solutions de cuisson propres. Et on voit que la situation est encore plus problématique sur ce point-là, étant donné que la population sans accès à ces solutions de cuisson propres n'a cessé d'augmenter depuis 2000 et ne cessera d'augmenter d'ici 2030, avec une population qui atteindrait 1 milliard de personnes sur le continent en 2030, ce qui représente environ 2/3 de la population à cette année-là, avec un chiffre qui atteint aujourd'hui 900 millions de personnes, et donc qui montre l'importance des efforts qui doivent être réalisés sur ce sujet-là pour permettre d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 7 sur l'accès à l'énergie. On voit aussi de nombreuses choses très positives dans plusieurs pays, notamment le Kenya, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui parviennent, grâce à des politiques ambitieuses, d'arriver à pouvoir réduire le nombre de personnes sans accès à des solutions de cuisson propres. Cependant, ils ne parviennent pas non plus à atteindre l'accès universel, ce qui montre aussi qu'il faut réussir encore sur ce point-là à pouvoir trouver des solutions durables et adaptées aux situations diverses des pays africains. C'est un sujet et un manque d'accès qui a des solutions, qui a des problèmes et des conséquences déterminantes sur la santé et aussi sur le développement économique, étant donné que selon nos analyses, on remarque qu'il y a environ 500 000 personnes qui meurent de manière prématurée à cause de la pollution liée à l'utilisation de fuel de type utilisation traditionnelle de la biomasse, kérosène et charbon. Et c'est un chiffre qui ne diminuera pas d'ici 2030 dans nos scénarios politiques annoncés. Dans notre scénario Africa Case, on essaie de trouver, on met en place du coup une manière de pouvoir atteindre ces objectifs d'accès universel d'ici 2030, notamment pour l'électricité, où une analyse géospatiale effectuée de manière très précise dans l'ensemble des pays africains
et notamment dans les 11 pays que l'on a modélisés individuellement, et qui essaie de trouver quelles sont les solutions les moins chères et les moins chères pour pouvoir atteindre l'accès universel à l'électricité. Et notre analyse géospatiale qui prend en compte de nombreux facteurs, notamment des facteurs géographiques, de démographie, donc le placement de la population sur le territoire, la demande issue de cette population, mais aussi la distance aux villes, la distance au réseau national, etc., indique que atteindre l'accès universel à l'électricité requerra de pouvoir mettre en avant et faire progresser les différents types de solutions, notamment centralisées et décentralisées, avec la densification et l'extension du réseau qui permettrait de pouvoir qui permettrait l'accès à l'électricité pour 43% de la population qui gagne accès d'ici 2030. Mais avec les solutions décentralisées qui, de leur côté, permettraient d'obtenir l'accès à l'électricité à plus de la moitié de la population, avec 31% pour les mini-réseaux et 26% pour les systèmes autonomes. Arriver à pousser ces solutions de manière complémentaire requierrait des politiques intégrées qui essaient vraiment de faire bénéficier de la complémentarité de ces différentes solutions et non en les mettant en concurrence. Et on voit notamment de nombreux pays, notamment le Ghana, le Sénégal, l'Éthiopie, le Nigeria et le Rwanda, qui ont mis en place des politiques de ce point de vue-là, avec des stratégies intégrées mettant en avant ces différentes solutions en parallèle. Pour l'accès à des solutions de cuisson propres, on voit notamment qu'il faudrait arriver de la même manière à pouvoir pousser des solutions très diverses, notamment le gaz de pétrole liquéfié qui permettrait l'accès à plus de la moitié des foyers situés en zone urbaine, où la densité de la population et de la demande permettrait de justifier les investissements en termes d'infrastructures, mais aussi les foyers de cuisson améliorés qui permettraient d'augmenter l'efficacité dans l'utilisation de la biomasse et de réduire les impacts sur la santé. Mais on remarque qu'il faudra aussi une diversité de solutions à ce niveau-là, avec l'électricité, le gaz, le biogaz et l'éthanol, qui sont aussi des solutions essentielles et de plus en plus importantes pour pouvoir permettre un accès profitable et durable en termes de coûts à l'ensemble de la population. Je vais maintenant m'intéresser à un sujet qui est aussi essentiel pour l'Afrique aujourd'hui, qui est le besoin en froid et en refroidissement, qui est, selon nos analyses, est très très important sur le continent et ne va cesser d'augmenter. On remarque qu'aujourd'hui, il y a 700 millions de personnes qui vivent dans des zones où la température moyenne journalière est supérieure à 25 degrés et ont donc besoin, pour des problèmes vitaux aussi de confort, mais aussi des problèmes de conservation de nourriture, qui ont donc besoin des systèmes de refroidissement pour cela en Afrique aujourd'hui. Cependant, ces chiffres vont bien augmenter à l'avenir, car on remarque qu'ils atteindraient 1200 millions de personnes, donc 1,2 milliard en 2040, notamment liés à plusieurs facteurs qui sont l'augmentation de la population, l'augmentation de l'urbanisation, mais aussi l'augmentation de la température sur le continent. Malheureusement, ce besoin énorme que l'on a analysé aujourd'hui contraste fortement avec l'accès à des solutions de refroidissement aujourd'hui sur le continent, car on remarque un taux de possession, notamment pour les climatiseurs, de 6 unités par foyer, qui est très nettement inférieur, donc de 10 fois inférieur au taux de possession mondial moyen, qui est de 60 unités par foyer, et avec une grande diversité aussi et inégalité au sein du continent, avec des pays comme le Togo, le Sénégal et le Niger, qui ont des besoins très très forts en refroidissement, où il n'y a que seulement 3 foyers sur 100 foyers qui ont accès à ces solutions de climatisation. En conséquence, on remarque que la demande de froid résidentiel est aujourd'hui très très faible en 2018, mais on remarque aussi un potentiel très très fort d'augmentation de cette demande, notamment en termes d'électricité, dans l'Africa Case, où on analyse qu'il y aurait des taux de possession de 25 unités par foyer en 2040 pour les climatiseurs et d'une unité par foyer pour les ventilateurs en 2040 également. Cependant, il serait essentiel et sera essentiel pour aussi permettre l'accès et réduire la demande, de pousser, notamment via des mesures politiques, l'amélioration de l'efficacité énergétique de ces systèmes, car on voit aujourd'hui notamment que pour les climatiseurs, l'efficacité moyenne des climatiseurs sur le continent africain est inférieure de 2 fois à l'efficacité moyenne mondiale des climatiseurs, et arriver à faire avancer ces différents sujets d'efficacité est aujourd'hui essentiel pour cela et permettrait de pouvoir réduire la demande électrique en 2040 d'environ 110 TWh, donc la diminuer de moitié.
Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Yasmine pour étudier plus précisément les problématiques d'accès d'électricité et de gaz. Merci Arthur. Avec la problématique d'accès que tu viens de développer et puis cet exemple frappant de demande en froid, on comprend bien que malgré des besoins considérables à travers le continent, peu de ménages bénéficient véritablement de services d'électricité fiables, abordables. Et ceci, c'est également vrai pour les entreprises, l'industrie, mais aussi les écoles et hôpitaux. La consommation en électricité actuelle est très faible aujourd'hui, seulement 700 TWh pour l'ensemble de l'Afrique, et encore une fois des inégalités puisque les 3/4 de ces 700 TWh sont concentrés dans les économies matures d'Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Dans le reste de l'Afrique subsaharienne, la consommation par habitant est seulement de 185 kWh par tête, contre une moyenne mondiale d'environ 3000 kWh. On voit bien qu'on a un déficit en électricité très complexe, un grand défi concernant l'électricité en Afrique subsaharienne. Pour répondre à ce défi et aux besoins futurs de la population en forte croissance, ainsi qu'aux aspirations en termes d'industrialisation, de modernisation, d'urbanisation, ça signifie qu'il faut assurer 3 fois plus d'électricité en 2040 qu'aujourd'hui. Et finalement, si on regarde la problématique de l'accès, ces millions de ménages qui ont pour la première fois accès à ces services ne représentent qu'une infime partie de cette demande à horizon 2040 dans notre scénario Africa Case. Donc, cela va reposer bien sûr sur l'accroissement des moyens de production, je reviendrai là-dessus dans quelques instants, mais il faut aussi comprendre qu'une des clés pour répondre à ces besoins de services énergétiques en électricité moderne, c'est surtout d'avoir un prix abordable et une électricité qui soit fiable. Il faut rappeler que les ménages les plus pauvres du continent font souvent face à des prix de l'électricité qui sont les plus élevés au monde et que le manque de fiabilité du service d'électricité paralyse les services d'éducation, paralyse les services de santé et 80% des entreprises en Afrique subsaharienne mentionnent les coupures de courant comme un obstacle considérable à leurs opérations. Donc ça signifie finalement que il y a un recours de plus en plus accru à des générateurs au diesel qui sont non seulement inefficaces et polluants, mais ils sont très coûteux. D'où il faut vraiment répondre à ce défi d'une électricité à un coût abordable. Et ces générateurs au diesel reposent sur des ressources finalement, des imports de pétrole qui vont avoir un coût fluctuant, alors même que les pays abritent une grande diversité de ressources dont le développement pourrait alimenter les besoins en électricité pour équiper les ménages, fournir l'accès aux millions de personnes qui en sont démunies et alimenter les besoins industriels pour fournir ciment, acier, afin de construire les villes africaines de demain. Donc, quelles sont ces ressources pour fournir l'électricité? Aujourd'hui, le gaz est la première source d'électricité à travers le continent. C'est surtout en Afrique du Nord. Et à l'avenir, le gaz naturel va rester la principale source d'électricité. Donc, toujours en Afrique du Nord, mais aussi de pays qui ont de nouvelles ressources en gaz, tels que le Mozambique et la Tanzanie, et qui peuvent capitaliser sur ces gisements découverts récemment pour alimenter en électricité leur population. Au-delà du gaz, les renouvelables vont être les piliers de l'offre d'électricité de demain. Ils vont représenter plus de la moitié de la production en 2040 et en particulier le solaire photovoltaïque devient la deuxième source d'électricité du continent. Aujourd'hui, on a seulement 5 gigawatts de solaire photovoltaïque installés à travers le continent. 5 gigawatts, pour vous donner une idée, c'est ce qui est installé aujourd'hui
en termes de solaire photovoltaïque aux Pays-Bas. Et on ne peut pas dire que les Pays-Bas soient considérés comme une région, un pays ensoleillé. Alors que l'Afrique concentre 40% des ressources mondiales en solaire photovoltaïque. Si ces ressources étaient développées à travers des fermes solaires de taille industrielle qui deviennent très compétitives dans de nombreuses régions, mais aussi un déploiement distribué de systèmes autonomes qui sont particulièrement adaptés pour fournir l'accès aux populations rurales les plus éloignées. Donc le solaire photovoltaïque devient un atout formidable dans de nombreux pays. En parallèle du solaire, l'hydraulique reste incontournable, mais elle est accompagnée d'une diversification du mix de production pour les pays qui en sont actuellement fortement, la République démocratique du Congo ou encore l'Éthiopie qui fournissent actuellement 80% de leur électricité à partir d'hydraulique. Donc d'autres sources telles que l'énergie éolienne, la géothermie, le solaire à concentration vont compléter le tableau selon les géographies et l'ensemble des renouvelables permettent de couvrir les 3/4 de la demande additionnelle sur la période. Donc matérialiser le développement de ces ressources qui sont locales sera essentiel, ce qui implique bien évidemment de mobiliser les capitaux nécessaires. Donc, les investissements dans les infrastructures électriques en Afrique sont aujourd'hui parmi les plus faibles du monde. Et il faudrait doubler les niveaux moyens investis dans le scénario politique annoncé ou Stated Policies, et même le quadrupler si l'on veut concrétiser les aspirations de développement du continent dans notre scénario Africa Case. Donc, l'expansion des moyens de production est principalement dédiée aux renouvelables, comme on l'a vu précédemment, et cela va représenter la moitié de ces investissements. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autre moitié, indispensable, sera consacrée à l'amélioration, le maintien, la densification et l'extension du réseau de transport et distribution d'électricité, y compris les mini-réseaux, pour pallier aux pertes sur le réseau qui sont considérables dans de nombreux pays. Les besoins seront particulièrement importants dans les grandes économies du Nigeria et d'Afrique du Sud, mais aussi République du Congo et Éthiopie, du fait de la croissance économique et démographique. Si l'on veut se donner une idée de ce que cela va représenter en part du produit intérieur brut, donc ces 120 milliards par an qui sont nécessaires dans notre Africa Case, cela correspond à 2,4% du PIB. 2,4% du PIB, c'est effectivement considérable, mais des mesures adaptées peuvent faciliter la mobilisation du capital nécessaire en collaboration avec la communauté internationale. Et d'autre part, il y a eu des précédents. En Inde, par exemple, sur la période 2000-2018, l'Inde a consacré l'équivalent de 2,6% de son PIB dans le secteur de l'électricité. La Chine, sur la même période, 1,9%. Et bien que certains défis demeurent dans ces pays, qu'il faut tirer les leçons de ce qui a bien marché en Chine et en Inde et ce qui n'a pas marché, cela montre que, bien que ce défi soit considérable, il est réalisable. Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites pour rendre possible ce niveau d'investissement, en particulier augmenter l'efficacité des fonds publics, mais aussi que le secteur financier de l'Afrique soit plus sain. J'aimerais en particulier insister sur un facteur clé, c'est que aujourd'hui, presque la moitié des 39 grandes entreprises dans le secteur de l'électricité ne sont pas capables, ne génèrent pas suffisamment de revenus pour recouvrir leurs coûts et leurs dépenses. Donc, en particulier, des tarifs qui sont en dessous des coûts de production, qu'on a vu aujourd'hui importants du fait du recours au diesel, mais aussi des pertes techniques, des pertes commerciales importantes. Ceci fait que cela augmente le risque dans l'investissement et rend difficile de sécuriser un financement à un coût abordable pour ces utilités. Donc, augmenter la performance
financière, mais aussi opérationnelle de ces entreprises. On a un exemple, par exemple, en Ouganda avec Umeme, est une piste pour rendre possible un tel niveau d'investissement. Donc, au-delà du secteur électrique, qui va jouer un rôle considérable à l'avenir, la question du gaz est un tournant décisif dans le continent. Donc, aujourd'hui, 4% de la demande mondiale de gaz est en Afrique, ce qui est peu. L'Afrique du Nord, elle, alimente la moitié de ses besoins en énergie grâce au gaz, mais pour l'instant, en Afrique subsaharienne, c'est réellement un marché de niche puisque seulement 5% de ses besoins sont alimentés par du gaz. Il y a cependant des raisons de penser que ceci va changer à l'avenir et l'Afrique pourrait jouer un rôle bien plus important sur les marchés du gaz dans le monde. Donc, dans les années récentes, il y a eu une série de découvertes de gisements en gaz importantes au travers du continent, que ce soit en Afrique du Nord avec l'Égypte, en Afrique de l'Est avec le Mozambique et la Tanzanie, ouest avec le Sénégal et la Mauritanie. Ceci fait que 40% des découvertes mondiales de gaz ont eu lieu en Afrique ces dernières années. Donc, ces développements pourraient convenir parfaitement aux push que l'Afrique souhaite mettre à son développement industriel, à son développement économique et à son besoin d'une électricité fiable pour alimenter son développement. Dans nos projections, l'Afrique devient effectivement un acteur important en tant que producteur, consommateur, mais aussi exportateur. Aujourd'hui, l'Afrique exporte des volumes qui sont équivalents à ceux de l'Australie et la demande est similaire à celle du Japon et de la Corée combinée. Mais dans nos projections, l'Afrique devient le 3e producteur mondial et en termes de demande, qui est principalement tirée par le secteur électrique, comme on a pu le voir précédemment, mais aussi aux besoins de l'industrie, l'Afrique devient la 3e source de demande en gaz à travers le monde. Donc, ceci va avoir des conséquences importantes sur les marchés mondiaux de l'énergie. Donc, au-delà du gaz, il y a aussi des ressources en pétrole et de manière générale, les ressources en hydrocarbures sont abondantes et les revenus qui y sont associés pourraient être un moteur pour le développement futur de l'Afrique. Toutefois, il faut noter que les pays qui possèdent actuellement de grandes ressources en hydrocarbures n'ont pas encore capitalisé ces ressources d'une façon qui permette réellement de supporter une stratégie de développement économique et social soutenable et inclusive. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les revenus nets de la production de ces ressources est extrêmement volatile. Cela peut atteindre 300 milliards de dollars dans les années fastes, mais certaines années, seulement 60 milliards seront disponibles par l'exploitation de ces ressources. Cela signifie que les dépenses publiques des gouvernements qui sont extrêmement dépendants de ces ressources vont être élevées certaines années et puis soudainement vont être d'un niveau très faible lorsque le prix de ces ressources est faible. Cette irrégularité des revenus et des dépenses publiques est très peu efficace dans le cadre d'une stratégie de long terme pour promouvoir la croissance économique. Et si on regarde les projections de nos scénarios, eh bien, dans notre scénario politique annoncé ou stated policy, qui inclut une production plus forte qui vient des États-Unis et qui va être en forte compétition avec les productions africaines, eh bien, ceci va impliquer que, certes, les revenus de pétrole et gaz vont peu à peu se remettre
de la chute de ces dernières années, mais ils ne retrouveront jamais leur niveau du début des années 2010. Et dans un cas où la transition énergétique à travers le monde s'accélère, ce qui va s'accompagner d'une demande globale en produits pétroliers plus faible et une pression moindre sur les prix, eh bien, ces revenus pourraient être 30% plus bas qu'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment réfléchir de manière stratégique, car il n'y a pas de garantie de ces revenus. On l'a vu sur le passé et on a vu les incertitudes du futur. Et les efforts de diversification économique seront clés pour concrétiser les aspirations de développement économique du continent. Je vais passer à présent la parole à ma collègue Stéphanie pour la suite de ces perspectives. Merci beaucoup Yasmine. Alors, du coup, jusqu'à présent, on a bien vu un petit peu comment la demande énergétique en Afrique allait croître, comment allait croître aussi les moyens de production. Maintenant, si on se tourne un petit peu sur le rôle de l'Afrique dans les marchés mondiaux, regardons ce que cela donne. Du coup, comme Tim l'a présenté au départ, la population africaine connaît un essor incroyable jusqu'à 2040, qui a un impact à la fois sur la demande énergétique, mais va avoir un impact sur les marchés mondiaux. Si on regarde au départ la demande de pétrole, du coup, Tim l'avait dit, la demande de pétrole entre aujourd'hui et 2040 augmente de 3,1 millions de barils par jour, ce qui correspond à une croissance encore plus forte que la croissance que l'on attend sur la Chine, et juste derrière, en deuxième position au niveau mondial, derrière l'Inde. Cette croissance, comme Tim l'a expliqué, est vraiment due à la croissance du nombre de voitures, étant donné qu'ils ont un taux assez bas, mais aussi à l'utilisation de plus en plus importante de gaz de pétrole liquéfié pour des modes de cuisson plus propres dans les foyers. On a aussi un impact assez important de l'Afrique sur les marchés de gaz. Comme Yasmine l'a présenté, aujourd'hui, le gaz représente un fuel de niche, mais au vu des découvertes qui ont été faites récemment, l'utilisation du gaz en Afrique pourrait être aussi importante. Et le continent africain se situe ici en troisième position en termes de croissance de la demande de gaz naturel au niveau mondial d'aujourd'hui à 2040 dans notre scénario politique annoncé. Une troisième source d'énergie, les énergies renouvelables, mais dans la production d'électricité. Si on regarde l'Afrique, Yasmine a présenté que les énergies renouvelables allaient jouer un rôle prépondérant pour répondre à la croissance de la demande d'électricité, que ce soit pour les foyers, mais aussi les usages productifs. Cette croissance est encore plus forte, évidemment, dans notre scénario Africa Case, où là, l'Afrique pourrait se situer justement en troisième position en termes de croissance de la production d'électricité renouvelable, toutes sources confondues, du coup, l'hydroélectricité, le solaire photovoltaïque, la géothermie, l'éolien, et ainsi de suite. Du coup, comme on le voit sur ce diapositive, l'Afrique peut jouer un rôle prépondérant sur les futurs marchés énergétiques, à la fois pour les énergies fossiles, mais aussi pour les énergies renouvelables. Mais l'Afrique va jouer aussi un rôle prépondérant quand il s'agit de la transition énergétique. Les différents minéraux qui sont utilisés aujourd'hui dans la fabrication de nombreuses technologies propres, que ce soit à la fois le cobalt et le manganèse, par exemple, dans les batteries, ou le chrome pour les éoliennes, ou même le platine dans les piles à combustible, l'Afrique joue ici un rôle prépondérant, puisqu'on voit qu'elle compte pour beaucoup dans la production de ces minéraux à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo, par exemple, produit 2/3 de la production mondiale de cobalt, et l'Afrique du Sud produit 70% ou 70% de la production mondiale de platine. Mais cette demande de croissance de minéraux signifie aussi qu'une transition énergétique globale offre une opportunité de croissance économique pour ces différents pays africains qui sont riches justement dans ces ressources de minéraux. Puisque aujourd'hui, les minéraux représentent près de 20% des exports africains, et dans certains pays, cela représente près de 80%, comme on peut le voir en République démocratique du Congo, mais également en Zambie. Étant donné que la transition énergétique s'accélère, on pourrait s'attendre évidemment à ce que ces minéraux voient leur demande également croître dans les années à venir,
et les pays africains vont donc avoir un rôle clé à jouer dans les années à venir pour une bonne réussite de la transition énergétique. La question aujourd'hui se pose de savoir si les pays africains pourront répondre à cette demande croissante des minéraux, étant donné qu'aujourd'hui les procédés d'extraction et de traitement utilisés pour ces minéraux sont souvent inefficaces, polluants et également sujets à des protestations sociales dans différents pays. On voit donc qu'il y a un véritable lien entre le développement futur des minéraux en Afrique et la transition énergétique, et que ça va avoir un impact assez majeur dans les années à venir pour savoir si on pourra être sur une trajectoire en accord avec les accords climatiques. Une bonne gestion de ces minéraux pourrait notamment aider à se prémunir d'un bon nombre de problèmes. On pourrait mettre en place une régulation robuste et des mécanismes de supervision dans les différents pays africains pour minimiser notamment les impacts environnementaux et pour utiliser les revenus en toute transparence dans ces différents pays. Du coup, je parlais du rôle sur les marchés, le rôle de l'Afrique également sur la transition énergétique, et maintenant regardons justement les émissions de CO2 liées au continent africain. Si on regarde les émissions de CO2 depuis l'ère industrielle, depuis 1890, on voit que l'Afrique a joué un rôle assez mineur puisqu'elle a compté uniquement pour 2% des émissions cumulées de 1890 à aujourd'hui. Ce qui représente une part assez négligeable par rapport à la population que compte le continent africain. Dans notre scénario politique annoncé, le Stated Policy Scenario, la contribution de 1890 à 2040 augmente seulement d'1%. On est à 3% d'émissions totales cumulées par rapport aux émissions totales cumulées mondiales. Donc on regarde ici uniquement les émissions de CO2 liées au secteur de l'énergie. Dans le scénario Africa Case, qui a été présenté de nombreuses fois au cours de cette présentation, où on a une croissance économique encore plus importante, où on a du coup une demande utile d'énergie, parce qu'on a plus de voitures sur les routes dans ce scénario, plus de besoins de froid, enfin qui sont répondus par plus de climatisation ou plus de ventilateurs, plus de frigos, un accès universel à l'énergie. On a du coup cette demande de services utiles d'énergie plus importante. On a uniquement une croissance des émissions de CO2 d'0,1% par rapport au Stated Policy Scenario, notre scénario politique annoncé, ce qui représente évidemment une hausse marginale par rapport au total et par rapport aux émissions totales cumulées mondiales. Cette faible hausse des émissions de CO2 est évidemment liée à la poussée qu'on a dans ce cas pour l'efficacité énergétique, que ce soit des voitures plus performantes sur les routes ou des équipements plus performants dans les ménages, mais également aussi à un essor des énergies renouvelables encore plus important, que ce soit dans les secteurs de la demande finale comme les bâtiments de l'industrie, mais également surtout dans le secteur de production électrique comme Yasmine l'a présenté au préalable. Enfin, si on regarde cette contribution totale, là pour l'instant on regarde la contribution totale au niveau du CO2. Pour parler de la question du changement climatique, on pourrait évidemment regarder l'ensemble des gaz à effet de serre, du coup inclure également le méthane et le protoxyde d'azote. Et dans notre scénario Africa Case, étant donné qu'on a une réduction totale de l'utilisation traditionnelle de la biomasse, la réduction du méthane qui est liée à cette combustion inefficace de la biomasse permet d'annuler complètement la croissance qui serait due aux émissions de CO2 dues à une augmentation de l'utilisation des énergies fossiles dans les autres secteurs. Du coup, en regardant l'ensemble des gaz à effet de serre, au final, on a un scénario qui est l'Africa Case, qui émet moins de gaz à effet de serre que le scénario politique annoncé, et tout cela avec une croissance économique plus importante. Cependant, il est à noter que même si l'Afrique contribue pour une part faible des émissions de gaz à effet de serre et ici de CO2, l'Afrique reste véritablement en première ligne des effets du changement climatique. Arthur vous a présenté les besoins en froid qui sont croissants dans certaines régions africaines.
ce ne seront pas les seuls impacts du changement climatique auxquels le continent africain devra faire face. Il y aura aussi une variabilité de plus en plus importante de certaines productions énergétiques, comme l'hydroélectricité dans certains pays. Du coup, les décisions de planification et d'investissement pour les futures infrastructures en Afrique devront véritablement être résilientes par rapport à ce changement climatique. Maintenant, si on conclut un petit peu cette présentation, on a vu au départ que la croissance de la population va se passer énormément en Afrique, puisqu'on va avoir plus de 2 milliards de personnes en 2040 sur le continent africain, ce qui représentera près d'un quart de la population mondiale, ce qui va à la fois fortement contribuer à la croissance économique du continent, mais va avoir des impacts majeurs sur les futurs marchés énergétiques mondiaux. En deuxième point, on a également vu que l'Afrique pourrait connaître une trajectoire assez différente pour répondre à la demande croissante d'énergie, pour répondre à cette demande croissante d'énergie, l'Afrique pourrait utiliser des énergies plus propres, telles que les énergies renouvelables et le gaz. Mais il est également important de souligner qu'il est urgent de continuer à adresser la question d'accès à l'énergie, que ce soit à la fois pour l'accès à l'électricité, mais et surtout l'accès à des moyens de cuisson propres, puisqu'on a encore énormément de personnes qui utilisent de façon traditionnelle la biomasse dans les foyers. Ensuite, Yasmine vous a présenté que rendre l'approvisionnement en électricité fiable tout en répondant à une croissance presque exponentielle de la demande électrique va nécessiter des investissements qui seront considérables, mais que cela peut être fait et que cela a déjà été fait dans d'autres endroits du monde. Et enfin, notre scénario additionnel, l'Africa Case, qui répond aux aspirations des pays africains en termes de croissance économique, n'est pas spécialement lié à une croissance plus forte de la demande énergétique, grâce au rôle important que pourrait jouer l'efficacité énergétique, et n'est pas spécialement un scénario où on émettra plus de gaz à effet de serre, puisqu'il utilisera beaucoup plus des énergies plus propres, comme les énergies renouvelables. Enfin, notons que du coup l'Afrique, le continent africain sera au cœur de la transition énergétique. Elle a les ressources pour permettre de produire et de construire de plus en plus de technologies propres, mais que le continent africain sera vulnérable aux impacts que pourrait générer le changement climatique. Je repasse la parole à Arnaud qui va conclure cette présentation. Merci Stéphanie. Donc ce rapport est disponible gratuitement sur notre site internet. L'adresse est affichée. Vous devez juste créer un compte d'accès, mais c'est bien gratuit. Et à noter, nous allons mettre en ligne dans les prochains jours une nouvelle version du site internet qui inclura un résumé de cette étude en français ainsi que d'autres données. La présentation qu'on vient de vous passer sera également disponible dans les prochains jours. Alors, il nous reste quelques minutes pour ce webinaire, donc nous vous invitons à nous adresser vos questions par écrit. On va vous laisser 1 ou 2 minutes et on y répondra juste après. Merci. Alors, nous avons une première question qui nous vient de Côte d'Ivoire. Quelle stratégie envisagée par les pays pour la réalisation d'ici 2030 de l'accès universel aux services énergétiques modernes, notamment en Afrique subsaharienne? Alors, je me tourne vers mon collègue Arthur, en charge de l'accès. Donc, en termes de politique, déjà pour rappeler un peu, donc, comme on a vu, on pense qu'il y a vraiment un besoin qui est le besoin qu'on analyse de politique intégrée vient d'une part de nos analyses, mais également des politiques qui ont déjà été mises en place dans de nombreux pays en Afrique, notamment pour l'accès à l'électricité et l'accès donc aux solutions de cuisson propres.
Et on voit donc que les stratégies mises en place aujourd'hui sont de plus en plus des stratégies intégrées, donc qui correspondent à ce que l'on voit aujourd'hui comme besoin, permettant de pouvoir pousser de manière complémentaire les différents types de solutions, qu'ils soient décentralisées et centralisées, et mettre en place une planification qui soit très précise de ce point de vue-là, en termes de combien de personnes ont accès à travers différentes solutions, est aujourd'hui essentiel selon nous, afin de pouvoir avoir une stratégie qui est claire et qui peut être transparente aussi pour l'ensemble de la population et des acteurs. Aussi pouvoir anticiper les investissements dont il y a besoin, pouvoir adapter mettre en place des politiques et des politiques qui sont et des mesures qui sont adaptées, mais aussi clarifier les rôles entre les différents acteurs. Et pouvoir arriver à ce niveau-là demande du coup une certaine transparence, que ce soit en termes d'investissement, de subventions, de tarifs, de qu'est-ce qui se passe une fois que le réseau arrive dans la zone qui a été déjà potentiellement électrifiée par des solutions décentralisées. Et ça, c'est des solutions qu'on voit en termes de politiques qui sont mises en place au Kenya, en Éthiopie, au Rwanda, au Sénégal, au Ghana. Et pour insister sur un pays, notamment le Ghana, qui est un des pays qui a mis en place le plus tôt aujourd'hui une stratégie du coup intégrée d'accès à l'électricité, car dès 1990, il y a eu une planification qui a été mise en place par le gouvernement sur la base de cette analyse des politiques et des solutions les plus efficaces en termes de coûts. Et donc on pense que ce sera essentiel à l'avenir pour pouvoir tripler, notamment dans l'accès à l'électricité, à les connexions annuelles d'ici 2030. En termes de cooking, donc de solutions de cuisson propre, on voit aussi un besoin de pouvoir pousser les différentes solutions et de pouvoir permettre un accès gratuit ou alors à très faible coût pour différentes solutions, notamment de gaz, de pétrole liquéfié. Et je redonnerai ici l'exemple du Ghana qui a déjà mis en place cela et compte poursuivre sur cette lancée pour permettre un accès à des solutions et des foyers, notamment de gaz de pétrole liquéfié à l'ensemble de sa population. Merci Arthur. Une autre question concerne les pays dans lesquels on voit le plus de potentiel et les pays qui seront en lead. Alors, les pays qui ont le plus de potentiel et qui seront en lead, ça a été justement notre point de départ pour notre modélisation de 11 pays africains. C'est parce qu'on pense qu'il ne faut pas justement considérer l'Afrique comme un seul continent unique, mais que les technologies et les solutions vont varier d'un pays à un autre, et que du coup les potentiels vont totalement varier d'un pays à un autre, puisque certains pays seront lead pour exploiter plus les gisements de géothermie, certains pays plus lead dans le secteur du gaz, certains pays qui seront plus lead dans l'hydroélectricité. Du coup, il n'y aura pas de pays qui sera lead sur l'ensemble de ces solutions, mais justement, ce que nous cherchons à transférer comme message, c'est que chaque pays africain a la possibilité de répondre à toutes ces questions d'essor économique et de transition énergétique avec des moyens et des solutions qui sont différentes d'un pays à un autre. Merci Stéphanie. On rappelle que les 11 pays sur lesquels nous avons fait un approfondissement sont l'Angola, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc le rapport, qui est à nouveau téléchargeable gratuitement, inclut des fiches pays pour chacun de ces 11 pays. On a une autre question concernant la part de l'investissement dans le secteur électrique qui sera dédiée au réseau et au renforcement des utilities dans notre Africa Case. Donc je me tourne vers Yasmine. Oui, merci pour cette question. Donc, effectivement, on va dédier 120 milliards de dollars par an dans les infrastructures du système de production d'électricité. Donc, il y aura la moitié de ces 120 milliards à peu près qui seront dédiés au réseau de distribution et de transmission. Donc, renforcement, amélioration, mais aussi extension. Et l'autre moitié va concerner l'investissement pour accroître les moyens de production qui vont permettre de répondre à cette demande qui triple. Donc, juste pour préciser également que notre calcul d'investissement couvre uniquement
en tout cas quand je parle investissement dans le système d'électricité, ça va couvrir uniquement les investissements qui ont lieu dans le secteur énergétique, et d'autres investissements qui pourraient jouer un rôle fondamental, comme par exemple l'éducation, ne seront pas pris en compte. Donc, ne sont pas pris en compte dans notre modélisation, car notre domaine d'expertise est l'énergie. Mais il ne faut pas oublier que avoir un système éducatif qui permette d'accroître les connaissances dans ces nouveaux métiers, que sont les métiers liés au mini-grid, les métiers liés au solaire, va être également très important, et ces 120 milliards de dollars ne prennent pas en compte ces besoins additionnels hors investissement direct dans le système énergétique. Merci Yasmine. On va prendre une toute dernière question qui concerne la production de charbon de bois. Alors je me tourne vers Timothée. Merci beaucoup et merci pour cette question. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler du charbon de bois dans cette présentation, mais c'est bien compris dans le part de bioénergie qui représente dans la demande totale d'énergie primaire. Et donc, effectivement, le charbon de bois et la transformation du bois en charbon de bois pour l'utilisation dans les foyers de cuisson est un potentiel gisement des améliorations des gains d'efficacité énergétique potentiels. Et dans le Africa Case, on poursuit plusieurs solutions pour l'amélioration de cette efficacité, notamment le changement vers les kilns pour la production de charbon de bois qui sont bien plus efficaces. Donc, on a le potentiel de passer à une efficacité autour de 10 à 20% vers des efficacités plus près de 40%, entre 35 et 40%. Donc là, on a le potentiel de doubler la production de charbon pour la même quantité de bois à l'entrée. Et ensuite, il y a des efficacités à avoir dans toute la filière de charbon de bois, donc la transportation, et ensuite, évidemment, l'utilisation dans les foyers de cuisson. Donc, si on passe sur les foyers de cuisson améliorés, on peut encore avoir une amélioration de l'efficacité assez importante de l'ordre de 10 à 15%. Donc, ce qui va encore réduire la demande de charbon et la demande de bois d'entrée pour produire du charbon pour enfin fournir le même service énergétique. Donc, évidemment, ceci est très important, pas que pour la réduction de la demande énergétique, mais pour aussi réduire les impacts de la récolte de bois pour produire le charbon de bois, qui souvent mène à la déforestation et aussi qui augmente le prix de l'énergie pour les foyers. Donc, ceci est bien compris dans le Africa Report et vous trouverez plus d'informations dessus dans le rapport soi-même. Merci beaucoup Timothée. Merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire et pour votre intérêt pour nos travaux sur l'Afrique. Nous vous invitons à vous référer au rapport que vous trouverez sur notre site internet, et on vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.